Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous débutons avec Jean-Cédric Bécal qui a créé Tradin, le Waze de la gestion du risque client, actuellement incubé au sein du track Falk pour FinTech, AssureTech, LegalTech et cybersécurité de Ra Technologies. Le parcours de Jean-Cédric est riche de ses expériences et de sa volonté de se former en permanence pour viser l'excellence. Avec Jean-Cédric, nous avons parlé d'ambition, d'accélération, de feedback, de foi, de famille et de son attachement au Nord. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Tradin ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Jean-Cédric. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Jean-Cédric. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole. Alors je suis ravie de te recevoir parce que tu es le cofondateur de Tradin, qui est une plateforme collaborative, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Non, mais jusque-là, ça va. Collaborative de courtage en assurance et financement. Tu es le Waze, entre guillemets, de l'assurance, c'est à peu près ça C'est à peu près ça, mais surtout, pour être plus précis, nous sommes une plateforme collaborative de lutte contre les incidents de paiement. D'accord. Ça veut dire que nous sommes le Waze de la gestion des paiements clients, B2B, et de la gestion de trésorerie. Ok, super. Mais avant de parler de Tradin, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours qui est hyper intéressant, je trouve, parce que tu as plutôt commencé avec un profil ingénieur, c'est ça, à l'université de Caen. Tu as fait un master en ingénierie. Tout à fait. Et puis tu as commencé à travailler dans l'industrie automobile, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler de cette première partie de ton parcours ? Alors justement, un parcours est assez sinueux dans un parcours professionnel puisque pour mes études, j'ai commencé comme ingénieur parce que je m'orientais plutôt vers tout ce qui est automatique, informatique, etc. Donc j'ai fait mon DSS en automatique, informatique industrielle à l'université de Caen et donc je suis allé très rapidement chez un constructeur automobile. Et là, je travaillais sur des calculateurs d'injection. Donc j'ai mis la main dans les moteurs automobiles et donc j'ai passé 4 ans et demi auprès de ce constructeur automobile, développer des calculateurs d'injection et surtout à me former sur le métier de l'ingénierie et la gestion de projet. Dans mon parcours d'étudiant, on va dire que j'ai eu une phase comme tout étudiant classique d'études universitaires où j'ai fait 2 maîtrises. J'ai fait 2 maîtrises en fait en automatique, informatique industrielle et en électronique. Et donc tout ça, c'était avec l'ambition de se dire, comme tout ingénieur, on voit un parcours grande école. Et généralement, dans le parcours traditionnel français, on se dit l'université vient en second plan des grandes écoles d'ingénieurs. Donc j'ai fait ce parcours en disant, je vais faire 2 maîtrises, je vais faire un DSS et je verrai au fil du temps, de mes expériences, là où la route me mènera en fonction de mes aptitudes et de mes envies. Donc je suis rentré chez un constructeur automobile et au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que le métier de l'ingénierie m'ennuyait un peu. Parce qu'en fait, quand on fait de l'ingénierie, on gère des projets et on gère des processus. Et quelquefois, ces processus sont répétitifs. Et donc, très rapidement, je me suis découvert une passion pour les relations humaines, pour le commerce. Et donc, j'ai commencé à réfléchir en me disant, il va falloir que je fasse une formation plutôt orientée commerce, stratégie. Donc, j'ai rejoint un constructeur équipementier automobile qui s'appelle le groupe Vector. Donc, du coup, chez Vector, j'ai commencé à avoir une casquette plutôt ingénieur chargé d'affaires. Et donc, face à cette première expérience commerciale, j'ai fait une démarche auprès de l'ESSEC. Oui, c'est ce que j'avais vu, du coup, un master à l'ESSEC. Voilà, donc j'ai twisté un peu mon modèle en partant de l'ingénierie vers la stratégie. Donc j'ai rejoint un master en stratégie à l'ESSEC. D'accord. Donc j'ai commencé à prendre les premiers pas de la stratégie, de la finance, de la gestion de relations commerciales. Et donc petit à petit, j'ai muté du métier de l'ingénieur vers le métier de la stratégie et des finances. Et donc là, j'ai rejoint le groupe Generali, justement la direction de la holding du groupe Europe Assistance. Et là, je me suis occupé d'un constructeur automobile qui s'appelle le groupe Toyota, que tout le monde connaît. D'accord. Et donc voilà, j'ai muté comme ça et j'ai découvert un métier de la finance qui m'a plu, qui était un peu loin de mon métier de prédilection, qui était l'ingénierie. Mais au fur et à mesure, on sent un fil rouge et une cohérence de tout ça. Puisque après ces expériences chez Generali, j'ai fait
un MBA en gestion d'assurance. Que j'ai vu en Californie, du coup, tu es parti. Californie, c'est arrivé après. C'est arrivé après. Donc un MBA pour comprendre les processus des compagnies d'assurance, puisqu'en fait, c'est assez spécifique, le métier d'assureur. Donc j'ai fait ce MBA et entre les deux, j'ai vécu 2 ans et demi à Genève et je me suis intéressé aussi au métier de la banque. D'accord, oui, j'avais vu que tu as passé des certifications là-bas. Donc certification en gestion d'actifs financiers et en banque privée. Donc tout au long de ce parcours qui a été ingénieur, master en stratégie, MBA en assurance et ensuite gestion d'actifs, je me suis rendu compte que je mutais vraiment vers tout ce qui était stratégie avec une vision très globale du métier des différents métiers d'une entreprise. Puisqu'en fait, dans une entreprise traditionnelle, vous avez des gens qui sont des ingénieurs qui produisent des choses, vous avez des commerciaux qui vendent ces produits, vous avez des financiers qui s'assurent du PNL et de la rentabilité de l'entreprise, vous avez des acteurs au niveau stratégique qui planifient la trajectoire de l'entreprise. Donc tous ces métiers, je les ai appris au fil de mes expériences et de ma formation. D'accord. Donc il était pour moi naturel que la finalité de tout ça soit la création d'une entreprise. En plus, je crois que la partie master et la partie assurance, tu l'as quand même fait en parallèle de ton travail. Donc c'était des choses que tu as menées, tu menais de front ton boulot, plus une partie formation. Ouais, et ça c'est très important, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est avoir des ambitions, c'est bien. Œuvrer et travailler pour les atteindre, c'est autre chose et c'est là l'enjeu. Donc j'ai mené ces formations complémentaires tout en travaillant en ce qu'on appelle des formations exécutives. Ça veut dire que par exemple, j'avais 3 jours de cours par semaine et j'avais mon métier à faire de développement à l'international quand j'étais à la holding d'Europe Assistance. Et donc j'ai fait ces compléments de formation parce que j'avais un but précis en disant, chaque fois que j'identifiais des axes d'amélioration, des compétences additionnelles qu'il me fallait pour pouvoir servir mon parcours, mes ambitions, j'allais trouver ces formations et je les faisais pour pouvoir créer le parcours que j'ai aujourd'hui qui me permet d'être légitime dans ce que je fais. Et après, du coup, tu as travaillé pour la COFAS aussi, j'avais vu. Tout à fait, super challenge. C'est-à-dire que quand j'étais à Genève, j'étais approché par un chasseur de tête. C'était tout à fait à la fin de mon MBA. Et donc, le groupe COFAS cherchait un responsable en compte sales international qui était un mouton à 5 pattes parce que qui savait parler finance, qui savait parler assurance, qui savait parler stratégie. Donc, ils se sont approchés de moi, donc je pense que j'étais plus Tu correspondais à la recherche, Je pense que j'avais 4 pattes et demie, mais donc du coup, j'ai rejoint le groupe COFAS. Avec justement, ça venait aussi c'était vraiment la convergence de tous les métiers que j'avais appris. Jusque-là, et des formations que j'avais eues, donc j'ai rejoint le groupe COFAS. Et donc là, c'était une découverte d'un nouveau métier, un métier plutôt global et qui était au cœur des économies, puisque les assureurs crédits soutiennent le crédit inter-entreprise, donc le développement des économies. Et donc, ça a été très formateur. Parce que d'abord j'ai beaucoup appris, parce que j'aime apprendre, parce que c'est important dans sa carrière de toujours essayer de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses pour se donner des challenges. Et donc j'ai dû me former au métier de l'assurance crédit que je ne connaissais pas, bien que c'était une partie de l'assurance. Ensuite, très rapidement, au bout d'1 an et demi, j'ai rejoint le département stratégie du groupe, où je m'occupais des marchés européens et américains. Donc on voit là un parcours où finalement aujourd'hui, quand je regarde derrière, parce que chaque fois que je faisais ces choix, certains disaient que ça pouvait être incohérent. Pourquoi on passe de l'ingénierie à faire de la stratégie, etc. Et que c'était plutôt un amas de diplômes. Parce qu'en fait, quelque part, généralement, les gens font un bac plus 5 et puis ils s'arrêtent là. Mais en regardant derrière, je me rends compte que tous ces choix et toutes ces formations sont cohérentes aujourd'hui. Parce que c'est ce qui sert mon projet d'entreprise. Oui, tu t'es fait ton bagage au fil de l'eau, tu as enrichi toutes tes connaissances et tes compétences, ce qui te permet de te sentir aussi légitime dans ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, puisqu'en fait, créer une entreprise et travailler dans une entreprise, une start-up que l'on développe, c'est pouvoir être un couteau suisse et pouvoir aborder différentes problématiques, que ce soit la stratégie, la finance, le développement commercial, l'ingénierie. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous attelons au sein de Trading à faire tous les jours avec mes associés. Ok. Et du coup, après, toi, à un moment, donc, tu commences à créer Trading. Tu fais aussi un programme avec Stanford. Alors, comment ça se passe Alors, avec Stanford, c'est une trajectoire avec notre accélérateur Euratechnologie. Parce que Euratechnologie est l'un des seuls accélérateurs en France à avoir un partenariat avec Stanford. Et donc, Euratechnologie sélectionne des startups qui vont suivre un programme d'innovation, de certification à Stanford. Et donc, on a eu la chance de faire partie de ce groupe d'une vingtaine de startups de la région Hauts-de-France. Et donc, on a pu aller soumettre notre projet auprès des professeurs de Stanford. Donc, ils ont évalué notre projet, la pérennité de notre go-to-market, notre stratégie et surtout la scalabilité de notre projet. C'est-à-dire que ça, c'est super important dans le monde des startups. Est-ce que votre projet a une dimension internationale et est-ce qu'elle a un impact ? Et donc, à l'issue de cette formation d'innovation, on a été diplômé de Stanford en innovation. Et donc, aujourd'hui, on a été formé aux outils d'innovation qui permettent de développer une entreprise avec une vision globale. Ok.
Ça va être quand même assez challengeant, j'imagine. Parce Écoutez, que Stanford, c'est quand même... Alors, quand on regarde le ranking des universités dans le monde, Stanford est dans le top 3. Donc, c'est une formation assez exigeante. Bon, déjà, pour nous, franco-français, elle est complètement en anglais. Et vous partez dans un nouveau mode d'éducation parce que la méthode américaine est très impactante, très directe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les feedbacks négatifs ou positifs, vous les prenez de front. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de vous remettre en question tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous revenez avec une nouvelle page blanche, mais qui intègre les feedbacks négatifs qu'on vous a fait la veille. Donc, vous êtes obligé d'évoluer très vite et de montrer que vous comprenez, vous assimilez rapidement les conseils qu'on vous donne. Et donc, ça, c'était très formateur parce que vous êtes obligé de twister votre modèle et vous pensez à l'américaine. C'est vraiment just fact, just do it, et on avance avec une vision très ambitieuse de l'objectif mondial qu'on veut se donner et du marché. D'accord. Et donc, Tradin, vous l'avez monté à 2 ? Alors, Tradin, à l'initiative, c'est moi. Oui. Donc, j'ai eu l'idée, puisqu'en fait, j'étais à la stratégie du groupe Coface. Et donc, j'ai très rapidement identifié les besoins du marché, les manquements du marché. Et donc, j'ai pensé un modèle qui pouvait servir le marché des TPE-PME, SMIs dans le monde, dans l'accompagnement de la gestion de leurs postes clients, de leurs risques clients, de leurs impayés. Puisqu'on sait que c'est quasiment un fléau en France et partout dans le monde. Et donc, j'ai pensé une solution pour le faire. Et donc, quand vous montez un projet, effectivement, être seul, vous allez peut-être vite, mais vous n'allez pas très loin. Donc, il est très rapidement important de vous entourer d'associés qui partagent la même vision que vous et les compétences pour pouvoir mener bien ce projet-là. Donc, j'ai été rejoint par des associés, notamment mon associé Jack Herman, qui m'aide au quotidien à développer l'entreprise avec la vision que nous partageons de ce que nous voulons apporter sur le marché en termes d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Et comment ça s'est passé, l'incubation du projet ? Alors, l'incubation, c'est en fait, je dis toujours que un entrepreneur, c'est le borgne au milieu des aveugles. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose que les autres ne voient pas, et il doit faire grandir cette idée, l'amener au point que la lumière apparaisse à tous. Donc, l'incubation, c'est vraiment vous devez être très fort et croire en votre vision et vos convictions pour porter sur vous un projet avec une ambition comme celle que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'était assez long, mais on allait assez vite parce qu'on connaît le marché, nous sommes quand même experts de ce domaine-là. Et donc on a très vite vu l'adhésion d'autres partenaires, notamment Euratechnologie à Lille, le Village Crédit Agricole à Paris. Tous ces acteurs qui font partie du monde de la finance ont pris conscience, ou en tout cas ont compris ce qu'on apportait, la valeur ajoutée. Et donc, j'ai envie de dire, en 2 ans, aujourd'hui, Tradin a quasiment 2 ans, moins de 2 ans et demi, mais on a gagné quasiment 4 à 5 ans parce qu'on a accéléré, on allait très vite, et aujourd'hui, on a des partenaires qui font 100 000 fois notre taille en termes de chiffre d'affaires, mais on travaille avec eux. Donc, c'est pour dire que quand on croit à un projet et qu'on a l'expertise pour le mener à bien, le travail qu'on y met tous les jours permet d'aller très vite et d'aller pouvoir déclencher des partenariats stratégiques qui valorisent ce que vous faites. Oui, parce que j'ai vu que là, vous aviez signé un partenariat avec la Caisse d'épargne, je crois, c'est ça ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est heureux d'être le partenaire du deuxième groupe bancaire français, parce que quand on dit Caisse d'épargne, Hauts-de-France, c'est le groupe BPCE. Oui. Donc ce n'est pas rien quand on sait le processus de qualification de conformité pour être partenaire d'une banque. Ça, on l'a fait dans un contexte en plus difficile qui était qu'on fait pendant la période du Covid. Oui. Pendant la période de confinement. Donc on allait très vite, on a répondu à les exigences de la banque en termes de conformité, en termes de processus, en termes de valeur pour la banque. Et donc on est heureux de ce partenariat qui nous permet aujourd'hui d'avoir des discussions avec d'autres groupes bancaires qui font partie du top 5 des grandes banques françaises. Ah, c'est super, c'est un beau programme en tout cas. Tout à fait, ça montre que la vision qu'on avait initialement était la bonne et que tout au long du parcours, effectivement, on ajuste des choses. Ce qu'on appelle, il faut être capable, la chance d'une start-up, c'est de pouvoir ajuster, avoir l'agilité pour s'adapter et avoir une vision très opportuniste des choses. Ce qu'il n'y a pas des grands groupes, parce qu'en fait, des grands groupes ne l'ont pas parce qu'ils ont tellement de rigidité, ils ont tellement de processus que c'est des gros mammouths. Mais nous, en fait, on va assez vite, on comprend le marché, on intègre les feedbacks et on s'adapte à nos partenaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce que fait Tradin ? Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Alors, Tradin, c'est aider à une entreprise. En fait, simplement, Tradin, je l'ai fait lors d'un pitch, en fait. Tradin crée un nouveau monde, crée un monde où les problèmes de trésorerie n'existent plus pour les entreprises. Quand on parle de problèmes de trésorerie, on parle d'impayés clients, on parle de retard de paiement, on parle de manque de cash de trésorerie. Et donc, Tradin fait quoi ? Tradin permet à une entreprise en phase de prospection
de pouvoir avoir des informations sur son prospect en termes de qualité de paiement, comportement de paiement, santé financière. Okay. C'est très important pour une entreprise qui veut se développer de pouvoir évaluer la capacité de paiement de sa contrepartie. Et ça, vous l'avez sur un smartphone. En rentrant juste une raison sociale ou un SIRET, on est capable de vous dire qu'une entreprise paye à X jours de retard en moyenne, et donc ça vous permet d'adapter vos conditions de paiement. D'accord. Ensuite, Trading va pouvoir faire quoi? Va pouvoir couvrir le risque d'impayé, puisque les assureurs crédits, c'est leur métier, mais les assureurs crédits en moyenne indemnisent une entreprise qui a un impayé en 5 mois. Quand vous êtes une petite structure, c'est très long. Vous avez un impayé, je vous donne un exemple en mathématiques, vous avez un impayé de 10 000 euros, vous faites 5% de marge, il vous faut 200 000 euros de chiffre d'affaires pour couvrir un impayé de 10 000 euros. Et pour une petite structure, c'est beaucoup. Et donc nous, sur la partie assurance, on a monté un nouveau modèle qui est capable de détecter vos impayés, mais surtout pour l'entreprise, d'indemniser l'entreprise en moins de 15 jours. Avec la technologie, on est capable de le faire. Donc on répond aux problématiques de trésorerie des entreprises, mais on va encore plus loin, puisqu'on travaille avec des partenaires bancaires qui vont pouvoir en automatique financer les besoins des entreprises. Ça veut dire que chez Trading, on est capable d'évaluer vos clients, de couvrir le risque d'impayé, de prédire votre trésorerie, puisqu'on connaît en temps réel le comportement de votre client, et vous êtes capable de savoir si votre compte bancaire va être créditeur et débiteur. D'accord. Et s'il est débiteur, votre partenaire bancaire connecté à la plateforme vous finance votre trésorerie en temps réel. Ça change un monde parce que des entreprises, où qu'elles soient, pourront interroger leur banque pour demander du financement. Oui, carrément. En automatique. Et j'avais vu aussi que quand il y a, par exemple, une année où les personnes auraient 0 incident et tout se passe bien, il y a même une rétrocession de la prime Mais je vois que Claire, tu as bien préparé l'interview ou l'échange. Évidemment, parce que nous avons un modèle collaboratif, ça c'est très important. Nous sommes une plateforme collaborative sur la prévention, puisqu'on partage, on mutualise des informations, collaborative sur l'assurance, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un comportement vous gérez bien votre portefeuille client, donc vous avez très peu de sinistres, et bien vous avez ce qu'on appelle une participation bénéficiaire, ça veut dire que sur les bénéfices de votre position, on vous rembourse de l'argent. D'accord. Pour schématiser ça, c'est un peu le bonus-malus des assureurs auto, mais sauf qu'on ne vous rend pas de l'argent. On vous fait une promesse, une réduction de prime sur le contrat à la prime. Trading, c'est vous payer 100 euros de prime d'assurance, vous avez 0 sinistre. À la fin, on peut vous reverser jusqu'à 30 euros. C'est significatif pour des TPE. Petites entreprises. Parce que vous savez réellement, parce qu'en fait, le reproche qu'on peut faire aux compagnies d'assurance, c'est qu'en assurance crédit surtout, vous payez une prime d'assurance, vous n'avez pas de sinistre, donc vous n'avez pas d'impayé parce que vous avez bien choisi vos clients, et bien vous avez le sentiment d'avoir payé pour rien, en fait. Parce qu'il ne s'est pas passé, en fait, l'assureur n'a pas joué son rôle, il n'a pas eu à jouer son rôle d'indemnisation, en fait. Mais il a pris de la prime. Nous, ce qu'on dit, vous vous assurez, on surveille vos clients, le cas échéant, on vous indemnise très vite, et si effectivement vos clients sont de bonne qualité et que votre contrat est rentable, on vous restitue de l'argent. Ça, c'est plutôt novateur. On le fait quelque part dans l'assurance crédit pour les grands comptes, et je trouve important qu'on le fasse pour les petits qui en ont le plus besoin. Et surtout que les assurances crédit, c'est pas toujours hyper accessible pour les petites entreprises, d'avoir ça a un coût qui peut être significatif. Et ça, c'est très important. Et c'est tout l'enjeu de notre modèle, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de 3% des petites et moyennes entreprises qui sont couvertes par l'assurance crédit. Pourquoi elles le sont? Parce que les solutions ne sont pas adaptées à leur taille financière et leur organisation. Pour avoir une police d'assurance traditionnelle, il faut avoir au moins une ressource en interne qui gère la relation avec l'assureur crédit ou passer par un courtier. Et ces solutions ne sont pas digitalisées. Une TPE, PME, un chef d'entreprise va vous dire, moi, mon métier, mon boulot, c'est de développer ma boîte, c'est pas de gérer des relations avec un partenaire qui serait un assureur. Donc, du coup, fort de ce constat, on a développé une solution 100% digitalisée, qui fait que le chef d'entreprise n'a qu'à se concentrer sur son business. Les assurances crédit traditionnelles ne sont pas digitalisées. Et donc, c'est un amas de coûts, puisque vous avez des coûts de gestion, de gens qui, physiquement, traitent sont dédiés à ça. Et donc, ça coûte sur la structure d'une compagnie d'assurance. Ce qui est normal, parce que depuis le début, elles ont été construites comme ça, et ce n'est pas forcément des boîtes technologiques. Donc, nos compagnies d'assurance qui sont nos partenaires sont en train de repenser leur modèle, en tout cas, de développer des stratégies pour être plus technologiques. Et nous, qui connaissons le métier, on a accéléré ça en créant une start-up qui est capable d'accompagner ce mouvement pour servir les TPE-PME, parce que je tiens à préciser sur la partie assurance, nous sommes courtiers. Nous sommes un courtier en assurance d'un nouveau genre qui a développé une solution technologique pour répondre à un besoin d'assurance. Et donc évidemment, on travaille avec des assureurs crédits qui couvrent le risque que nous prenons sur nos clients. Et du coup, c'est mutualisé, au final. C'est mutualisé parce qu'en fait, plus on a de clients qui prennent l'assurance,
plus on a des primes qui sont collectées et plus on est capable d'analyser les enjeux. Et sur la partie financement, parce que j'imagine que lancer une structure comme ça avec aussi la technologie derrière, comment vous avez géré? Vous allez chercher des fonds, comment ça s'est passé? C'est le mix de tout ça. D'accord. C'est-à-dire qu'initialement, on va dire que quasiment 90% du projet c'est financé en fonds propres. D'accord. Parce qu'au début, c'est impressionnant. c'est très important. Ouais. Je dis ça, et surtout, on a optimisé les coûts. Pourquoi? Parce que déjà, on connaît le métier. Moi-même, je suis ingénieur. Et donc, ça, c'est important pour pouvoir... Parce que si vous devez développer ce produit complètement avec des équipes, il faut beaucoup, beaucoup de moyens. Et donc, la force aussi d'une startup, c'est de savoir faire elle-même un certain nombre de choses pour optimiser les coûts. Okay. Donc, ça a été un mix de financement personnel pour développer pour l'architecture, la plateforme, d'aide régionale, parce qu'il est important, les acteurs institutionnels aident les startups à se développer. Donc, on a eu des aides de la région Hauts-de-France, par exemple, on a eu des aides BPI sur l'innovation. Et donc, tout ça mis bout à bout ensemble permet à une structure commune de se développer, d'avancer. Et donc, ça, c'est super important. Et donc, pour accélérer ce développement, évidemment, vu la taille de notre marché et vu les enjeux, il nous faut plus que ces fonds personnels. Et donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on a franchi un cap, on va chercher des fonds supplémentaires. Donc, on va faire des levées de fonds pour pouvoir recruter. Aujourd'hui, notre training, c'est 7 à 8 personnes. Donc, l'idée, c'est, vu le marché que nous avons, qui est français, européen et quasiment mondial, il nous faut avoir les fonds nécessaires pour capter la valeur qu'on a créée, suscitée auprès des partenaires bancaires. Donc là, c'est vraiment dans une phase de dire, on a réussi à faire tout ça, ce qu'on appelle du bootstrapping en langage startup. On a réussi à optimiser nos coûts, à vraiment serrer les coûts, à développer. L'idée maintenant, c'est d'aller, grâce à ces succès, à ces KPI que nous avons sur la partie business, d'aller chercher des fonds d'investissement pour accélérer notre développement. Donc ça, c'est la prochaine étape, en fait. C'est l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui. D'accord, en plein dedans. En plein dedans. C'est mon boulot de tous les jours, aujourd'hui, de pouvoir accélérer le développement de l'entreprise avec des fonds supplémentaires qui nous permettent d'accélérer notre activité. Et donc, tu vas aller chercher tout seul? Tu te fais accompagner? Comment ça marche? Je me fais accompagner, mais il y a un gros travail en amont sur le business plan, sur la structuration du montant à lever. Parce qu'en fait, vous devez définir à quoi va servir ces fonds-là. Et donc derrière, il y a pas mal d'acteurs qui viennent, qui vous approchent quand on sait que, parce que nous on communique pas mal, donc les acteurs du marché suivent notre évolution, donc travailler et constituer ce dossier de levée de fonds. D'accord. Donc on a des choix assez stratégiques à faire pour dire avec qui on va sur la partie accélérateur, qui intègre aussi de l'expertise, du mentoring, des mises en relation. Donc c'est vraiment ce mélange des gens qu'on fait aujourd'hui pour choisir le bon partenaire pour nous accélérer, le bon partenaire financier pour investir, mais pas qu'investir aussi. Donc c'est des enjeux dans lesquels nous sommes parce qu'il faut faire les bons choix et ces choix sont stratégiques pour l'avenir pour nous. Oui, c'est sûr, il faut savoir avec qui s'entourer, qui vous allez laisser rentrer au capital. Je te laisse imaginer les nuits blanches que nous avons pour choisir le bon, parce que c'est bien d'avoir des gens qui vous sollicitent. Tout le monde vous sollicite lorsque une startup commence à émerger, mais il est important de faire les bons choix. Oui. Et donc là, on discute, on échange, on fait des grilles, on coche des cases en disant celui-là il est mieux que celui-là, mais c'est très important pour nous, pour la suite, parce qu'il ne s'agit pas de faire une seule levée de fonds. Il faut faire une première levée de fonds, ce qu'on appelle un seed, le démarrage, et après il y a une série A, une série B. Et donc il faut avoir des partenaires qui sont capables de nous accompagner sur toute cette trajectoire de levée de fonds et notre développement à l'international. Oui, et puis qui vont avoir aussi peut-être les connexions, le rôle de conseil aussi pour accompagner le développement de trading. Parce qu'en fait, nous, on le dit ouvertement, on aime se faire challenger, on aime avoir des feedbacks qui nous permettent de repenser notre modèle, nos décisions pour évoluer et être toujours meilleur. Donc on cherche des partenaires, des accélérateurs qui vont nous challenger, des gens qui ont une vision globale, qui sont experts de la finance dans laquelle nous sommes. Et là, on est dans les locaux de Euratechnologies. Alors c'est ça, c'est un incubateur qui est quand même hyper important, c'est un peu le vaisseau amiral dans les Hauts-de-France, Euratechnologies. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être ici? Mais aujourd'hui, je me sens des Hauts-de-France. Oui. Et on est arrivé ici par hasard. Et on a découvert un écosystème d'accélérateurs d'Euratechnologies, de partenaires de la région de la direction économique qui travaillent à développer cette région-là. Et c'est vraiment fantastique. Et Euratechnologies a cru en nous et nous a accompagnés. Euratechnologies nous a accompagnés dans la situation de notre projet, dans les conseils, dans les mises en relation. Dans notre séjour, notre formation à Stanford, Euratechnologies nous a fait confiance pour nous amener là-bas parce qu'ils croient en notre projet, ils y croient tous les jours, ils nous accompagnent tous les jours. On a été au CES, Euratechnologies nous a accompagnés pour dire il faut que le monde voit votre solution et donc allez vous confronter au monde pour évaluer la scalabilité de votre projet. Et donc sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Je le dis tous les jours, c'est un accélérateur qui fait le job et qui est pour moi majeur en France parce que nous, on le vit au quotidien.
Donc ouais, le CES, ça devait être un sacré événement, j'imagine. Le stress aussi de participer à ça, on est un peu attendu, je pense aussi. Tout à fait, on est attendu parce qu'il faut le dire, le CES, c'est 1300 startups mondiales qui sont sélectionnées dans le monde pour venir présenter leur innovation. Donc vous êtes coaché, vous êtes formé, vous êtes challengé pour être sizé, dimensionné, pour affronter la main de personnes qui viennent du monde entier pour poser des questions, pour découvrir et que vous soyez capable de représenter non seulement votre région, mais aussi valoriser au mieux votre projet. Oui, c'est sûr. Et donc pour nous, ça a été encore une très très grande expérience puisque en 3-4 jours, une semaine, vous faites 300 à 500 pitchs en fait. Oui, c'est fou. C'est fou parce que vous avez un flot de personnes et vous le faites en anglais. Donc quand vous êtes franco, on a travaillé dans des groupes internationaux, donc on connaît notre langue, l'anglais c'est notre langue de travail, mais twister son cerveau sans cesse pour valoriser, suivre les questions des gens qui viennent du monde entier, c'est une expérience extraordinaire. Parce que quand on revient de là, on revient avec pas mal de feedback. Et d'ailleurs, ça nous a permis d'accélérer notre positionnement parce qu'en revenant du CES, on s'est dit, l'approche n'est pas en direct, l'approche c'est via des partenaires bancaires qui vont accélérer notre activité. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus stratégique et beaucoup plus impactante. D'accord. Donc, c'est riche d'expérience, mais c'est grâce à des partenaires qui croient en notre projet, tel que Ra Technologies, que nous en sommes là aujourd'hui. Ok, génial. Et du coup, donc tu disais que tu étais entre Paris et Lille. Oui. Comment tu arrives à gérer? Parce que j'imagine que c'est quand même hyper prenant, ton métier de CEO et toutes les prochaines étapes aussi de trading. Ouais. Comment tu gères un peu ta vie perso, le développement de ton entreprise? Alors, moi je dis, je pense qu'un entrepreneur, une startup est un funambule. Un funambule qui doit toujours être en équilibre, qui est sur le fil en fait. Mais une chose importante, pour le faire, il faut être backé derrière, avoir une famille et donc profiter des moments, ce que j'appelle des moments de qualité, parce qu'en fait, quand vous avez une startup, vous êtes sans cesse en train de réfléchir, de penser, des questionnements, vous êtes toujours en train d'itérer. Donc il est important d'avoir cette base ailleurs familiale qui permet de temporiser et de couper un peu avec le monde de la startup. Mais c'est un métier dans lequel vous êtes à 200%. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Ouais, c'est sûr. Et donc nous, quand on arrivait à Ra Technologies, on arrivait à Lille, il y avait un pari qui était fou, c'est qu'on nous a dit, on nous a posé la question de savoir est-ce que vous serez, venant de Paris, capable de venir à Lille. Okay. Oui. On a dit qu'on allait le faire, parce que nous sommes des personnes d'engagement. On dit qu'on allait le faire, et ça fait plus d'1 an et demi qu'on fait des allers-retours entre Paris et Lille, et nous sommes quasiment 3 jours par semaine à Lille. D'accord. Parce que c'est ici qu'on travaille avec nos partenaires. Donc en fait, Paris, ça devient notre base arrière où on a nos familles encore aujourd'hui et que quelque part, selon le développement du business, on pense à être pleinement lillois ou des Hauts-de-France. Mais c'est une vie à 100 à l'heure parce que vous avez des rendez-vous à Paris, vous avez des rendez-vous à Lille, vous devez faire sans cesse les allers-retours. Et vous avez dans une journée, malheureusement, il n'y a que 24 heures, même si on aimerait qu'une journée soit 48 heures parce qu'on n'a jamais assez de temps. Ouais. Donc, mais je trouve que c'est riche. C'est une expérience riche parce que ça vous oblige à vous repenser, à vous surpasser et aller chercher toutes les compétences que vous avez au fond de vous, que vous avez développées, qui sont immiscées dans des coins parce que vous ne les avez pas expérimentées, vous ne les avez pas mis à l'œuvre dans les entreprises dans lesquelles. Donc vous découvrez des talents divers et variés. Et donc aujourd'hui, des fois je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt en fait? Ouais, mais après c'est le cheminement. C'est le cheminement, c'est que le bon moment il arrive toujours, mais ce moment arrive à point. Et donc aujourd'hui, on le vit au quotidien. On se dit, on a la chance de pouvoir faire ce que nous faisons avec l'expérience que nous avons aujourd'hui, avec les formations qu'on a construites au fur et à mesure. Et ça fait sens à tout ça. Et que vis-à-vis de nos partenaires, nous sommes crédibles parce qu'en fait, on sait de quoi on parle. Et surtout, ils voient le beau CV, de dire, tous les deux, vous êtes... C'est très important. Ouais. C'est-à-dire que la confiance des partenaires repose sur votre expérience et votre expertise du métier, du sujet que vous abordez. Il est compliqué d'aller voir une banque, de dire vous parlez d'assurance crédit qui est très spécifique, qui est une niche que très peu de personnes connaissent. Si vous avez fait, je sais pas, de la jonglerie, ou vous avez fait d'autres métiers qui sont tout à fait honorables, mais qui ont aucun lien avec ce métier d'expertise. Ouais. Nous aujourd'hui, nous sommes crédibles parce qu'on sait de quoi on parle. On parle avec des assureurs crédit qui ont été nos collègues par le passé, qui ont été nos employeurs pour certains. On parle avec des banques aujourd'hui qui sont nos partenaires, qui ont été aussi plus ou moins des partenaires parce que quand on fait de l'assurance crédit, on fait un peu de banque, puisqu'on travaille avec des factors, qui sont des entités de groupes bancaires. Et donc, on doit animer cet écosystème et tout ça repose sur la confiance et sur notre expertise.
Et du coup, tu parlais de Factor, c'est une solution que vous proposez aussi, je crois. Oui, dans la partie, alors oui, tout à fait, dans la partie. Pour ceux qui ne connaissent pas la facturage, ce que c'est la possibilité en fait de se faire financer les factures qu'on n'est pas encore payées. On a besoin d'avoir les fonds pour la trésorerie. Tout à fait. C'est parce que je suis un peu banquière, ça me rattrape. Nous sommes en financier. Claire se dévoile, effectivement. Et donc de pouvoir avoir les fonds avant que les factures soient payées pour permettre d'avoir une trésorerie un peu plus fluide. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ça fait partie de la chaîne de valeur de trading parce qu'on parle de trésorerie. Donc, je disais tout à l'heure, vous avez l'étape de prospection. Vous cherchez un client, il faut évaluer son risque, faire le bon choix, choisir le bon client. Vous avez les phases de transfert de risque parce que vous avez un client à qui vous émettez des factures, qui a un risque d'impayé. Donc là, on parle d'assurance. Ensuite, vous avez le financement parce que le financement, c'est l'affacturage. C'est la capacité de contre-facture cédée à une banque, on reçoit de la trésorerie tout de suite. Oui. Mais sauf que vous avez toujours le risque que la facture cédée à la banque ne soit pas payée in fine. Donc notre métier, c'est de connecter ces facteurs, ces banques, automatiquement avec les besoins de nos clients via des connexions dites API. Oui. Donc automatiquement, tout communique ensemble et donc notre client n'a plus rien à faire puisque selon ses besoins, il pourra sur son application mobile déclencher une demande de financement sans avoir à faire un dossier avec pas mal de PDF à les mettre sur des sites, etc. Donc tout ce qu'on appelle la pénibilité, les pain points qu'on peut avoir dans ce type de process traditionnel. Et quand on disait que trading c'est collaboratif, ça veut dire que finalement, donc tous les utilisateurs, les clients de trading, tu as un panel en fait de clients de ces clients et donc tu peux prédire les comportements de ces clients sur la base de toutes les informations qui te remontent tous les autres clients. Tout à fait. Juste pour imager ça, parce que ça, je pense que ça parlera à tout le monde. Hein. Tout le monde utilise Waze. Waze pour la mobilité. Waze, c'est des milliers de personnes qui ont une application et qui partagent leur localisation, leur géolocalisation pour pouvoir donner des alertes sur des accidents, des ralentissements, etc. Vous transposez ça dans le métier de l'assurance, crédit, notamment les impayés. Trading, c'est quoi ? C'est une communauté d'entreprises qui connectent leur comptabilité, qui vont partager en temps réel leurs expériences de paiement, donc les impayés de leurs clients, pour alerter les uns et les autres. Ça veut dire que vous êtes sur Trading, vous avez le Waze qui vous dira tel client, attention, il paye avec un retard de 30 jours, de 40 jours, parce que la communauté partage l'information en temps réel. Et donc c'est ce modèle-là qu'on a construit et qui permet d'agréger des milliers d'informations sur des milliers d'entreprises pour pouvoir donner une indication à une entreprise où qu'elle soit en prospection, en relation commerciale ou en besoin de financement. Et je voulais revenir sur un point qui est quand même la crise sanitaire qu'on connaît actuellement avec le Covid. Donc tu disais que vous avez signé un partenariat avec la Caisse d'épargne. Oui. Je pense aussi que cette crise, elle a fait encore plus ressortir l'importance de la trésorerie pour les entreprises, de la gestion des risques clients et de l'encaissement et tout. Comment toi et comment Trading a vécu cette période, déjà le confinement et puis maintenant Alors je disais, c'était un peu... Alors pour nous, c'était une aubaine, même si une aubaine parce que ça venait, le confinement a mis en exergue la nécessité des entreprises de faire plus attention à leurs clients et à leur trésorerie. Puisqu'en fait, ce qu'on a constaté pendant le confinement, c'est qu'il y a eu une tension des trésoreries parce que certaines boîtes n'avaient plus d'entrée de cash, parce que plus de clients. Et donc devaient faire des choix parce qu'elles devaient payer leur bureau, toujours, elles avaient des charges incompressibles, payer leurs salariés, et payer les factures. Donc on a vu des retards de paiement s'allonger et donc tous les clients se dire j'ai besoin d'informations, toute cette entreprise pour savoir si mon client in fine, historique, qui était très bon, va me payer. Parce que s'il ne paye pas, j'ai pas de trésorerie, je ne peux pas mes salaires. Donc on a eu un enchaînement comme ça. Et donc nous on a vécu ça en se disant ok, on était sur deux planètes on va dire, puisque comme je le disais, pendant ces mois de confinement, je travaillais avec la Caisse d'épargne. Oui. Il fallait tous les jours faire des réunions téléphoniques, des visios pour préparer la mise en marché. Donc on était focus en disant il faut qu'on accompagne ça parce que c'est un enjeu important d'avoir cet acteur qui va nous accompagner sur le développement après. Et en même temps, on devait travailler avec nos clients puisqu'on avait quand même une base de 2000 bêta-testeurs qui eux avaient des besoins, donc il fallait répondre à cela, même si la majorité n'était pas monétisée, mais en fait ça montrait, vu l'intérêt des demandes qu'ils faisaient, que ça devenait, on voyait un marché qui bouillonnait. Okay, donc il était important pour nous, bien qu'ayant matérialisant le besoin du marché à cause du Covid, à cause du confinement, en disant ça va être un enjeu majeur. Quand vous voyez les médias, l'État parlait du crédit interentreprise avec des aides aux entreprises parce qu'elles avaient toutes des problèmes de trésorerie, on devient un acteur majeur. Oui. Donc nous, on a travaillé pendant le confinement en disant il faut qu'on prépare cet après-Covid pour être prêt pour servir le marché, prêt pour servir nos partenaires, donc les clients de la Caisse d'épargne, qui encore une fois nous a fait confiance et qui a compris très rapidement aussi l'intérêt pour les clients de la Caisse. Donc pour moi, c'est encore une banque très innovante parce qu'elle a fait le pari
avant même le Covid, de se dire ces clients ont des besoins de trésorerie, ont des problèmes de gestion de leur trésorerie, et donc très rapidement, ils nous ont fait confiance. Et donc, le Covid est arrivé, ça faisait sens en fait. Ils ont compris qu'en fait, ils étaient sur la bonne lignée. Et donc, on a travaillé pendant ces 2 mois pour faire ce que nous faisons aujourd'hui, pour déployer cette solution auprès des clients de la banque. Et donc, ça fait que d'autres acteurs viennent parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la trésorerie est essentielle. Et comme on dit en finance, cash is king. C'est sûr. Si vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez rien faire. Et donc, c'est la mort de votre entreprise. Donc, nous, on est au cœur de ça. Mais surtout, on donne de la visibilité aux entreprises en temps réel. Alors, ce temps réel est important parce que vous avez des informations sur le marché. Quasiment 90%, 99% d'entre elles sont des données bilancielles. Elles ne sont pas temps réel. Oui. Donc, tout le monde est daté, ça peut avoir 6 mois, 1 an. Voilà, tout le monde est déphasé dans le temps. Et donc, nous, on donne une visibilité claire à l'entreprise à clic sur une application mobile sur son web pour avoir la bonne information au bon moment, qui est donnée par toute la communauté qu'on en développe de jour en jour, en espérant qu'on va couvrir quasiment la totalité du marché français à quelques années. C'est l'ambition des startups et l'Europe très rapidement. Mais voilà, il faut avoir des golden goals comme ça, des choses où on dit c'est notre objectif, on y travaille avec des partenaires et surtout on développe une technologie pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et en plus, je vois que tu es quand même aussi assez engagé en local. Tu fais partie de la CGPME. Oui, tout à fait. Pour toi, c'était important d'avoir cet engagement en plus sur le territoire ? C'est super important parce qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on veut accompagner les entreprises et on n'est pas proche des syndicats ou des associations qui réunissent les entreprises. Donc pour moi, ça faisait sens et c'est notre engagement. On s'est installé ici en faisant la promesse, l'engagement auprès de la région, qu'on allait devenir un acteur de la région et donc on allait mettre notre expertise à disposition de la région et des acteurs de la région. Donc c'est pour ça qu'on est à la CPME, on a des liens avec le MEDEF parce qu'on se dit ces entreprises ont besoin de savoir que notre solution existe et que nous aussi on peut apporter, mettre une pierre à l'édifice parce qu'on parle de digitalisation des entreprises. Nous sommes une société digitale et donc on peut aider les entreprises à faire cette transition via ces syndicats et ces associations. C'est ce que nous faisons. Donc on va infuser cela et donc notre enjeu, notre ambition, c'est d'être un acteur local, régional, parce qu'on considère qu'en faisant tout ça dans la région, en aidant la région aux acteurs, les entreprises de notre région, on pourra après se déployer au région nationale, parce que toutes les régions regardent surtout ce que fait la région Hauts-de-France, parce que cette région est assez innovante sur des modèles d'accompagnement des entreprises. C'est la première région qui a mis en place le fonds prévention, qui a des entreprises de la région qui ont des difficultés financières, des retards de paiement, et donc elles reçoivent des avances sur le chaussée. Et donc cette innovation montre bien que c'est une région qui est dynamique. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça qu'on veut travailler avec la région, c'est pour ça qu'on s'investit au quotidien. Super. Je vois que le temps passe, Jean-Cédric, et ton temps est précieux. Donc c'est super, je te remercie en tout cas aussi d'avoir bien expliqué ce que c'est Tradin, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un domaine qui est hyper simple et d'avoir rendu très accessible, donc c'est top. Tout à fait. Pour tout le monde, pour formaliser ça, pensez au Waze. Waze de la mobilité, Trading, c'est le Waze qui vous donne l'information en temps réel, qui est remontée par des milliers d'entreprises sur la santé financière de vos clients et leur comportement de paiement, pour pouvoir sécuriser votre trésorerie. Et en tout cas, on suivra la levée de fonds à venir dans les prochaines semaines. On croise les doigts. Vous entendrez parler. Ouais. On verra qui va rentrer au capital, en fait. Ça. Voilà. Tu diras, il a émis la croix, il disait qu'il mettait des petites croix, donc c'était la bonne croix, c'était celle-là. Mais on parle avec pas mal d'acteurs, effectivement. L'idée, c'est d'avoir 2 croix qui rentrent au capital et qui nous aident à nous accélérer. Super. Alors, le podcast s'appelle La Boussole. Oui. Et donc, la boussole, ça indique le nord, ça montre, une direction. Oui. Si toi, tu avais un message à faire passer, je sais pas, soit des personnes qui entreprennent, soit, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Je voudrais leur dire, et je pense qu'on a tous une boussole. Notre boussole, c'est notre intuition et notre fond intérieur. C'est-à-dire que si vous vous écoutez vous-même, vous trouverez toujours le nord. Si vous écoutez vous-même, vous trouverez le sens des choses. Parce que souvent, on fait preuve de manque de confiance en soi. Lorsqu'on en doute, il faut se retourner vers soi-même pour questionner son fond intérieur. Et lorsqu'on s'écoute, on ne se trompe jamais. Et dans ta vie qui est bien remplie entre Paris et Lille, est-ce que tu as des rituels ou des moments pour toi qui sont assez importants dans ta semaine, même dans ton mois, c'est un peu plus large? Alors, on va dire j'ai des rituels tous les matins. J'ai un rituel tous les matins parce que j'ai la chance de faire ce que je fais. Je pense que par rapport à d'autres, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une éducation très catholique. Okay, donc j'ai une foi dans ce que je fais et j'ai une foi dans tout ce que j'entreprends. Et j'ai un rituel qui est assez personnel, c'est qu'au chevet de mon lit, j'ai une Bible. D'accord. Tous les matins, je pose ma main sur ma Bible. Tous les matins, je pose ma main sur ma Bible, je fais une prière avant de mettre le pied par terre pour présenter ma journée au Seigneur,
pour dire je vais entreprendre des choses, montre-moi la voie. Et donc la foi que j'ai me guide tous les jours et tous les matins, je fais ça. Et après avoir fait ça, je fais une dizaine, voire une centaine de pompes pour me réveiller. Voilà. C'est assez efficace. C'est assez efficace, ça me tient en forme et surtout ça draine le sang sur l'ensemble. D'accord. Voilà. Je retiens le conseil, les pompes le matin. Les pompes le matin, ça réveille. Oui. Essayez, vous allez voir. Vous pouvez commencer par 2, 3, 4, 5. Une fois à 30, vous allez voir que tous les matins, vous serez réveillé, dynamique et prêt à affronter la vie. Alors moi, je suis une grande lectrice et je ne sais pas si tu avais un livre à conseiller. Ça peut être business, ça peut être littérature, comme tu veux. Alors j'ai 2 livres. Il y a un qui est très simple, qui est un parcours plutôt scolaire. C'est L'étranger d'Albert Camus. C'est un livre qui me semble être formateur parce que dans L'étranger, on parle de l'absurde, on parle de la singularité des gens. Et donc accepter d'être singulier, de pas être on va dire, d'avoir un comportement moutonnier, parce qu'il est important d'être soi-même et d'accepter la différence. Ça, c'est super important. Et ce livre, pour moi, a été fondateur dans ma construction en disant ce monsieur est dans une plage qui prend un coup de couteau. Pourquoi il prend un coup de couteau? Parce qu'il était tout simplement différent. Donc, je trouve que c'est très important. Et je trouve que c'est important que ce soit dans le parcours des jeunes qui entreprennent pour comprendre la vie et comprendre le rapport aux autres. Et justement, ça me fait rebondir. C'est que ton parcours, je trouve, c'est quand même un parcours qui est drivé par l'excellence, quoi. Enfin, quelque part, tu t'es tout le temps dépassé. À un moment, tu te remets en question, tu avances. Et je trouve ça hyper enrichissant de se dire, ben voilà, finalement, à un moment, je suis limitée dans ce que je fais. Je fais autre chose, je me remets en question, je vais rechercher une autre formation, je change de secteur, je progresse et tout. Et je trouve que c'est super enrichissant. Ça permet aujourd'hui, quand je regarde derrière, il faudrait vous poser une question de qu'est-ce que vous attendez de votre vie, qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie, et que tous les jours, pour moi, il n'y a pas de parcours linéaire. C'est-à-dire qu'on vit des expériences, et il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que je me complais dans ce que je fais ou j'aspire à autre chose. Avoir une aspiration ne suffit pas, se donner les moyens pour les atteindre est tout autre chose. Je disais ça une fois lors de l'entretien pour mon MBA. On m'a posé la question au jury en disant Jean-Cédric, tu as déjà fait l'ESSEC, qui est une très belle école. En fait, il y a des cours que tu as eu à l'ESSEC, notamment en finance, que tu vas avoir en MBA, mais à quoi ça va te servir de venir faire encore un MBA, puisque voilà, vu ton parcours. Et j'ai eu cette réponse où je disais, parce que pour atteindre certains niveaux dans certains postes d'entreprise, on vous demande, il y a des must-to-have. Pour avoir ce niveau, il faut avoir fait un MBA. Mais surtout, en fait, l'image que j'ai donnée, c'est de dire, il y a des gens qui, chaque jour, passent devant une montagne, c'est très imagé, passent devant une montagne, ils se disent, un jour, je gravirai cette montagne. Ils passent devant cette montagne toute leur vie. Et jamais ils vont jamais ils font la démarche de gravir la montagne. Moi, cette montagne, je la vois tous les jours, je la gravis tous les jours, et j'identifie les next steps qui me permettront d'aller au sommet. Et ces next steps, c'est quoi? Quelles compétences j'ai besoin pour pouvoir avancer dans mon projet personnel? Et ces compétences se font par des formations. Et quand on fait des formations, il faut s'investir, il faut travailler. Et le travail sert vos intérêts parce que vous développez des compétences qui permettent de gravir cette montagne. Et donc, vous avez des ambitions, vous avez des souhaits. Seul votre investissement et votre travail vous permettront de pouvoir réaliser ces souhaits-là. Parce qu'avoir juste des ambitions pour des ambitions, ça ne sert à personne et ça ne sert à rien. Moi, mon parcours a été jalonné de ça, d'objectifs, de définition d'actions pour atteindre des objectifs et donc de formation pour les avoir. Et aujourd'hui, j'ai créé une start-up, je suis content, je suis fier de cela parce qu'en fait, le développement de cette start-up repose sur toutes ces compétences et toutes ces expériences. Et donc, je vais chercher dans des tiroirs quand je dois parler de finance, quand je dois parler de communication, de stratégie, de négociation, de commerce, de tous les sujets qui sont importants dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est possible parce que j'ai fait ces choix par le passé qui sont tous cohérents aujourd'hui. Voilà. Pensez à votre montagne, et mettez en place les actions, les actes qui permettront de gravir cette montagne tous les jours. Merci Jean-Cédric. Et j'ai une dernière question. Je t'en prie, Claire. Je pense que la dernière est toujours la plus dure. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Si ça va bien se passer. Est-ce que tu aurais par hasard 1 ou 2 invités à me recommander pour le podcast, des personnes que tu aimerais bien entendre à ce micro? Entendre des entrepreneurs dans des domaines particuliers hors de la finance, qui font la même chose que moi, qui ont un parcours complètement atypique aussi, parce que c'est important de voir des parcours atypiques et non linéaires pour dire aux gens qu'en fait, on peut venir de quelque part qui au démarrage n'a pas de sens, on peut finir dans toute autre chose,
tout à fait cohérent. Donc si vous êtes un entrepreneur qui rentre dans cette case en ayant des parcours non linéaires et qui n'était pas prédit d'avance et qui travaille sur un domaine entrepreneurial et qui fait avancer votre boîte au quotidien, moi je serais heureux et ravi de vous entendre parce que je trouve que c'est des éclairages importants pour donner du sens aux gens sur le fait que, quelle que soit leur situation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, il y a toujours une action à faire pour les faire évoluer et pour arriver à quelque chose qui serait juste magnifique par rapport à leur état présent. Super, je te remercie beaucoup Jean-Cédric. Je te remercie, j'espère avoir répondu à la dernière question. Oui, c'est bon. J'ai pas de nom. Et je pense que tu ne seras pas déçu parce que dans les prochains invités, ça devrait te plaire. Ben voilà, donc je serai à l'écoute, comme vous tous, mais je voulais te remercier Claire pour cet échange parce que ça permet de se replonger dans ce qu'on fait, ça permet de donner du sens à ce que l'on fait. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce moment et merci à toi pour cette initiative et cette invitation. Merci Jean-Cédric, à bientôt. Merci Claire, ciao, bonne journée, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.